fait assez de victimes dans le rang des tout-petits en Afrique, en Asie du Sud-Est et dans une certaine région de l'Amérique du Nord. Le paludisme, c'est de ça qu'il s'agit. En 2019, tout simplement, 229 millions de cas ont été diagnostiqués dans le monde pour 409 000 morts. Les statistiques à ce jour n'ont pas évolué autrement. Cette maladie se développe davantage pendant les saisons des pluies et les moustiques vecteurs de la maladie se multiplient à foison. On les note un peu partout, surtout dans les pans d'eau, les eaux stagnantes et toute eau sale qui entoure les concessions. Alors, maladie liée au paludisme et également anémie. Quelle solution propose la phytothérapie? C'est bien sûr de cette émission que nous allons parler ce matin et surtout de ces thèmes que nous allons développer avec un spécialiste de la phytothérapie, un habitué donc de ce plateau, Dom Luc Amambouléa. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes exorciste, prêtre traditionnaliste. Merci d'être encore une fois sur ce plateau. Merci, monsieur le journaliste. En face de vous, pour cette co-animation, c'est Saturnin Djossou, journaliste à la rédaction de SICA. Saturnin Djossou, bonjour. Bonjour Kadovi, bonjour monsieur Boudéa, bonjour à nos téléspectateurs. Alors, évêque Boudéa, est-ce que ça vous surprend que depuis des lustres où cette maladie sévit sur le continent africain, alors que tout dernièrement, la pandémie de Covid-19 a éclaté et que rapidement on a trouvé des vaccins, à ce jour, il n'y a pas eu de vaccin pour le paludisme? Merci, monsieur le journaliste. C'est un peu écœurant quand même parce qu'en Afrique et partout dans le monde d'ailleurs, les anophèles se multiplient très rapidement. Et la maladie que ça crée, c'est le paludisme. On se demande pourquoi les chercheurs n'ont pas pu trouver le vaccin adéquat qu'il faut pour pouvoir prévenir le paludisme et pouvoir aussi le traiter. C'est seulement quelques comprimés que nous avons sur le marché. C'est un peu écœurant. On se demande pourquoi ne pas chercher à faire des recherches dans ce domaine pour pouvoir trouver des vaccins. Pourquoi ils ne sont pas si intéressés. Le paludisme aussi, même plus que Covid, que nous sommes en train de parler, et tout le monde a peur de Covid. Alors il faut parler, vraiment avoir peur du paludisme aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il ne fait pas beaucoup plus de victimes dans le rang des adultes que ça ne préoccupe pas? Non, les adultes même en souffrent énormément. Ils n'en meurent pas assez. Ils n'en meurent pas assez, mais les enfants entre 0 et 5 ans, ils en meurent très facilement. Quand on sait, avec Boudéa, quand on sait que c'est plus en Afrique que le palud fait des dégâts dans le monde, est-ce qu'il n'appartient pas aux Africains de prendre leurs responsabilités en termes de recherche sur le vaccin? Oui, en temps normal, les chercheurs de quelque type, que ce soit les scientifiques, chercheurs en Afrique, doivent avoir pensé effectivement à cela. Parce que s'ils laissent le soin aux Blancs, parce que les Blancs ne sont pas si attaqués par le paludisme que par les Noirs. Donc, c'est là aussi qu'il y a la négligence. Si les Blancs aussi étaient attaqués au même niveau que les Noirs, il faut constater qu'ils vont vite faire des recherches. Mais les chercheurs africains doivent pouvoir tout faire dans le monde, d'ailleurs, dans l'environnement dans lequel nous sommes, avec les herbes, avec la forêt que nous avons. On doit pouvoir faire ces recherches-là pour pouvoir trouver, que ce soit les vaccins, que ce soit les médicaments adéquats pour pouvoir lutter et prévenir le paludisme. Alors, vous parlez donc des forêts qui nous entourent et qui doivent en principe nous servir dans le cadre de ces recherches pour des solutions adéquates à ces maladies. Le plan holistique de la santé africaine, c'est à la fois le corps, l'esprit et l'âme. Alors là-dessus, quand on parle de feuilles pour traiter le paludisme et parfois le guérir, je ne sais pas si c'est possible, mais à votre niveau, de façon prioritaire, quelles sont les feuilles que vous utilisez ou la feuille que vous utilisez? Merci, monsieur le journaliste. Partout en Afrique, d'ailleurs, nous avons presque la même végétation. Il y a plus d'une dizaine de feuilles aujourd'hui qui traitent correctement et efficacement le paludisme. À commencer par les feuilles de manguier que nous avons naturellement chez nous. Vous savez, c'est des feuilles qu'on utilise pour traiter efficacement le paludisme, que ce soit les feuilles de manguier, comme l'écorce de manguier. Si les gens souffrent de paludisme en ce moment de pluie, ils n'ont qu'à trouver soit les feuilles de manguier naturel, pas les griffées, comme les gens disent, qui trouvent les feuilles, ou l'écorce en infusion ou en décoction pour pouvoir traiter le paludisme. Nous avons les feuilles de Nîmes, ce que les gens appellent en fond quinine.
dans le nom de quinine, tout ça. Ça montre que c'est des extraits de ces feuilles-là, de ce plante-là qu'on utilise dans ce traitement-là. Ouais. Donc, il y a les feuilles de Nîmes que nous avons chez nous, qui sont très efficaces, que ce soit l'écorce de Nîmes, que ce soit la racine de Nîmes, que ce soit les fruits, le fruit que ça donne. C'est un fruit très, très amer aussi. Et à l'intérieur, l'amande du fruit que les gens utilisent, ils font l'extrait de l'huile pour pouvoir traiter le paludisme. Les feuilles de Nîmes aussi aident vraiment à traiter le paludisme. Alors, vous parlez du fruit. Est-ce que le consommer naturellement, sans l'extrait, en tout cas sans l'extrait donc c'est comme c'est très amer, beaucoup de personnes n'aiment pas consommer, sinon on peut consommer naturellement. Il y a l'amande qui est à l'intérieur, qui est consommable. Autour de l'amande, c'est sucré, mais l'amande qui est à l'intérieur vraiment est consommable. Et on peut consommer naturellement. Si on peut, parce que c'est beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à le faire, ils sont obligés de faire l'extrait de l'huile de Nîmes pour pouvoir traiter le paludisme. Est-ce que l'extrait de l'huile est à la portée de tout le monde? Oui, on peut trouver, parce qu'il suffit de chercher les graines et d'enlever les amandes et de mettre au feu pour pouvoir faire l'huile. Donc les gens en trouvent. Donc les feuilles de Nîmes, nous avons le Nîmes partout chez nous en Afrique et c'est une richesse. Donc nous avons le paludisme et nous n'arrivons pas à faire face concrètement. C'est un peu clair. Moi, j'allais vous demander, l'huile de Nîmes, est-ce qu'on l'utilise comme on boit également, les décoctions que nous avons? Parce que là, c'est de l'huile. Est-ce qu'il faut l'avaler ou est-ce qu'on l'utilise autrement? Non, déjà, pour la décoction, c'est l'écorce ou les feuilles ou la racine qui est préparée au feu. Mais pour l'huile, il faut respecter une petite quantité. C'est à peine une cuillerée à café qu'il faut prendre naturellement comme on utilise les autres huiles pour pouvoir traiter le paludisme. Enfant ou adulte, c'est ça? Pour les enfants, il faut prendre une cuillerée à café. Pour un adulte, une cuillerée à soupe. Et ça va déjà. Ouais. Alors, évêque Boudia, nous apprenons également que les feuilles de papayer interviennent dans le traitement de paludisme. Est-ce que c'est vrai? Vous l'utilisez aussi? Merci, monsieur le journaliste. C'est une richesse que nous avons chez nous. Le papayer, naturellement, a beaucoup de vertus. Que ce soit les feuilles sèches comme les feuilles fraîches, on l'utilise pour le traitement du paludisme. Pour les feuilles fraîches, il faut triturer la substance qui est obtenue. C'est ça qu'on boit, environ un verre à bière, un verre à bambou, matin et soir, pendant 3 jours. On élimine le paludisme si facilement. Ouais. Comme les feuilles sèches, on peut prendre ces feuilles sèches-là et faire l'infusion au feu. Et préparer au feu et boire, ça aide à éliminer vraiment les germes du paludisme. Et ça fait le traitement. Nous avons ces feuilles-là qui sont partout chez nous. Ouais. Donc c'est une richesse que nous avons pour pouvoir traiter. Et beaucoup de chercheurs déjà ont fait des recherches sur ça. Vous parlez de la feuille, qu'elle soit séchée ou qu'elle soit fraîche? Oui, la feuille fraîche, il faut triturer. Mais la feuille sèche qui tombe, on cherche pour pouvoir préparer au feu. Et le fruit? Le fruit aussi traite le paludisme. Mais que ce soit le fruit non mûr, ouais. Si le fruit devient mûr, ça ne traite plus le paludisme. Mais le fruit non mûr, on coupe le fruit non mûr avec un peu de citronnelle ou un peu de citron et ça traite aussi le paludisme. C'est une infusion, on fait aussi. Oui, c'est une infusion. On prépare au feu, c'est une infusion. On enlève les pépins qui sont à l'intérieur. Les pépins qui sont même à l'intérieur, se trouvent là aussi pour pouvoir traiter. Si le fruit n'est pas mûr, si le fruit n'est pas mûr, il faut couper le fruit et avec les pépins même préparer. Parce que les pépins sont très amers aussi. Et ça aide à éliminer les parasites. Il faut savoir que le paludisme, que les parasites de l'anophèle qui sont injectés dans le sang de l'homme. Donc, les pépins aident vraiment à éliminer aussi les parasites, d'autres parasites d'ailleurs. Quand on parle de papayer, on sait qu'il y a plusieurs races qui existent. Quelle que soit la race de papayer, même que ce soit les papayers nais ou autres, tous ces papayers ont les mêmes vertus. Oui. Alors, il y a aussi la feuille de Kinkeliba avec Bouria. Les gens rapportent que aussi bien les graines que les feuilles
et même parfois la racine, si vous le voulez bien, participe également au traitement du paludisme. Vous avez parlé d'une dizaine de plantes. On est en train de voir effectivement que c'est possible d'en arriver jusqu'à 10, effectivement. Est-ce que le quinquilibre est vraiment efficace sur cette maladie? Oui, le quinquilibre, c'est d'ailleurs le vrai quinquilibre que nous avons chez nous, qui aide à traiter le paludisme. C'est l'arbre, c'est le plant entier, que ce soit les racines, l'écorce et les feuilles. Maintenant, en faisant la décoction de la racine, des écorces, des feuilles, ça permet vraiment d'éliminer le paludisme. Mais en plus, il y a la graine qui est déjà mûre et séchée. La graine qui est mûre et séchée, les gens carbonisent un peu au feu et font l'infusion maintenant. Il faut carboniser la graine un peu au feu et tu fais l'infusion et commencer par boire la décoction. Et commencer que rapidement on élimine tout ce qu'il y a comme germe et de paludisme dans le corps. C'est des trucs que nous avons chez nous qui sont très efficaces. Que ce soit même la racine, parce qu'il y a certaines personnes qui préfèrent utiliser rien que la racine. Et on cherche beaucoup de racines de quinquilibre et on fait la décoction au feu et on prend pendant une semaine, quand on boit comme si on boit de l'eau à raison d'1 litre par jour, et on constate qu'on élimine tout ce qu'il y a comme germe de paludisme et ça élimine d'autres infections même dans le corps. Ça purifie, ça irrigue même le sang. On parle de quinquilibre, de vrai quinquilibre, il y en a-t-il de faux? Oui, il y en a le faux quinquilibre qui ressemble au vrai. Mais la qualité, on voit que les graines ne sont pas comme les graines noires, si c'est séché noir comme l'autre. C'est des graines qui n'ont pas de forme un peu ovale comme l'autre. Donc il y a de ce type-là. Mais chez nous, généralement, si les gens parlent de quinquilibre, il y a des espèces, mais si les gens parlent de quinquilibre, c'est le faux quinquilibre, le vrai quinquilibre qu'on voit. Le faux aussi en existe quand même. Certains se trompent, ils cherchent le faux. Mais le faux ne traite pas le paludisme. Il faut faire donc attention aux graines pour faire la distinction. Pour faire la distinction. Rien qu'en respirant, est-ce qu'au niveau de l'odeur, il y a une différence qu'on pourrait... Bien sûr. D'ailleurs, pour le faux quinquilibre, ça n'a pas l'odeur de quinquilibre. Déjà. Mais le vrai quinquilibre a l'odeur et on sent en entretien. Ça a une odeur forte. Oui, ça a une odeur forte. En entretien, on maîtrise ça. Et si on parlait, on abordait d'autres plantes. Quand on prépare chez nous, souvent, il y a un nom qu'on entend, l'acacia. Oui, vraiment, l'acacia, c'est aussi autre miracle. Que ça soit des fleurs de l'acacia, des feuilles, de l'écorce et des racines. Ça fait partie des plantes qui traitent efficacement le paludisme. Et beaucoup de labeurs dans nos villages, les gens en utilisent abondamment. Le paludisme attaque plus peut-être les gens en ville qu'au village. Il faut aussi souligner. Parce qu'au village, les gens ont l'habitude de prendre des portions de tisane. Pour l'acacia même, que ce soit l'écorce comme la racine, les gens vont même jusqu'à réduire en poudre pour utiliser dans la bouillie. Pour pouvoir traiter le paludisme. Mais les fleurs de l'acacia, comme les feuilles, traitent efficacement le paludisme. On fait l'infusion de ces fleurs. Même les gens préfèrent même mettre les fleurs dans des jus pour les enfants. On écrase les fleurs, réduit en poudre et on mélange au jus. Parce que les enfants n'aiment pas les choses amères. Ouais, l'acacia est très amère, donc les enfants repoussent tout ce qui est amer et on mélange aussi les fleurs même au miel pour donner aux enfants, pour les aider à traiter le paludisme. Non seulement l'acacia traite, mais ça fait la prévention aussi du paludisme. C'est-à-dire les premiers symptômes du paludisme, la fièvre forte, on va chercher simplement l'acacia et on triture pour pouvoir faire boire à l'enfant et le doucher même avec. Pour pouvoir traiter le paludisme. Donc, la racine aussi traite efficacement. Donc, pour la racine, il faut couper la racine, préparer au feu en décoction et boire 3 fois par jour en un verre bambou pendant 3 jours. Et constatez que vous serez bien dans le corps. Tout ce qu'il y a comme parasites, anophèles, les germes de paludisme sont éliminés et systématiquement dans le corps. C'est-à-dire que tout est utile sur l'acacia. On rencontre certains qui en utilisent même comme cure-dents. Cure-dents, oui, c'est ça, mais dans les villages. En ville, c'est plus difficile, nous avons nos proches rapidement, mais au village, les gens cherchent la tige et mangent en cure-dents et ils avalent la salive pour pouvoir même prévenir ces maladies, le paludisme et tout ça. Donc nous avons pas mal de ces feuilles avec nous. Il y a une feuille que nous sommes en train d'oublier,
qui traite efficacement le paludisme aussi, et le vernonia, ce que les gens appellent chez nous Amavivair. Et ça fait partie des plans miracles. Non seulement ça traite le paludisme, mais ça traite aussi l'anémie. On va parler du paludisme. Oui. Si on commence par sentir les symptômes de paludisme, il suffit seulement de triturer les feuilles de vernonia et d'avoir l'infusion simplement. Vous allez constater que ça élimine le paludisme. Mais déjà, ça fait partie aussi des feuilles qui sont dans nos plats, dans nos assiettes. Donc, nos parents savent comment il faut vraiment faire face à ces germes-là. Si on constate que l'enfant commence par avoir le paludisme, la fièvre forte, les gens font les feuilles de vernonia en légumes. Et dans ce cas, ils n'ajoutent pas trop d'huile. C'est fait même sans huile. Et l'enfant mange pour pouvoir traiter le paludisme. Donc, la liste s'allonge, donc on en consomme, tout comme une autre feuille, quand on parlera de crin-crin, ça intervient aussi dans le traitement. Oui, surtout, ça fait partie des trucs qui sont, nous avons, des feuilles que nous avons comme légumes chez nous, qu'on en mange au village, comme à Cotonou, et c'est partout. Donc, les gens importent beaucoup à Cotonou aussi. Mais les feuilles de crin-crin, on peut pas en faire l'infusion. On ne peut pas comme sauce pour traiter par exemple. On fait l'infusion et on prend la décoction là à boire, l'infusion là à boire. Dans l'eau tiède, on ajoute un peu de citron, deux citrons coupés, ajoutés aux feuilles de crin-crin. Ça permet vraiment d'éliminer les germes du paludisme. Les gens associent aussi le citronnelle. Nous avons le citronnelle chez nous, naturellement. Le citronnelle, les gens utilisent citronnelle crin-crin plus citron. Ou le citronnelle seul aussi plus citron que les gens utilisent pour traiter le paludisme. Nous avons beaucoup de ces feuilles autour de nous. Alors, Boudaka, vous parlez de crin-crin, on sait quand même que c'est un plant gluant. Alors, comment on peut consommer ça? Oui, pour la préparation, c'est pourquoi les gens ajoutent du citron pour que ça ne soit pas gluant. Oui. Et donc, l'eau est au feu, et on ajoute le crin-crin dedans, on coupe de citron dedans pour pouvoir couper le caractère gluant de la solution. Oui. Alors, il y a aussi des plantes comme Huanglon que certains utilisent également, une plante plus ou moins épineuse, surtout pour ce qui concerne sa graine. En quoi et à quel niveau ça intervient dans le traitement? Vraiment, c'est la nature, notre flore, surtout en Afrique, nous permet de faire face vraiment à ce que nous avons comme maladie, comme le paludisme. Les feuilles là, dans Gabanglon, c'est des feuilles que nous avons qui vraiment nous permettent de traiter très efficacement le paludisme. Si le paludisme a été attaqué même à un niveau très sévère, c'est des feuilles qu'on utilise très rapidement pour que la personne élimine les germes et pour que la personne baisse très vite sa température. Et en dehors même de ces feuilles d'Huanglon que nous avons, c'est-à-dire on cherche les épines jusqu'aux racines. C'est ça, c'est le plan là qu'on cherche pour pouvoir faire la décoction et traiter le paludisme avec. Mais même en dehors de ça, nous avons même naturellement des savons qui sont issus du palmier. C'est les savons noirs que les gens appellent coton chez nous. Vous voyez? Et quel que soit le taux de paludisme, le degré de fièvre que ça cause au niveau de l'enfant ou même de l'adulte, il suffit de balancer même ce savon-là avec un peu de l'alcool que nous avons naturellement chez nous, sur la ou l'alcool de cadre, n'importe quel alcool, ça peut être les éthanols et autres. On mélange du savon avec l'alcool. On mélange du savon avec l'alcool et on passe en même temps, si c'est un enfant, on passe à l'enfant ou à un adulte. Après 5 minutes, vous allez constater que la température sera normale. On passe pas qu'on lave l'enfant avec, on lui passe seulement sur le corps. Et on laisse pendant quelques minutes. 5 minutes après, vous allez constater que ça va chuter la température. Et le reste, on traite avec les feuilles. Maintenant, sur Huanglon, c'est vrai que nous utilisons des terminologies que les téléspectateurs ne peuvent ne pas comprendre parce qu'il y a certains noms qui sont en langue béninoise, le Goumbé ou le Fongwe. Par exemple, quand on parle du Huanglon, est-ce qu'il y a une autre appellation qui pourrait permettre à nos téléspectateurs? Oui, les gens appellent ça pour nommer le nom. Il existe beaucoup. Ça va, le nom, il y a le nom scientifique m'a un peu échappé, mais en parlant de Konomé ou Huanglon, c'est le nom naturel que nous avons chez nous.
Oui. Bon, et un autre nom qui est tout béninois aussi, c'est le Rinwé. Oui, là, oui, on associe tout ça. Le Rinwé, naturellement, nous avons chez nous, et puis c'est très efficace. C'est très efficace. Ça se fait comment? Les gens utilisent pour beaucoup de manières. On peut faire l'infusion. Les gens embouteillent de même déjà et ajoutent le parent, et ajoutent un peu de liqueur pour pouvoir maintenir la substance, pour pouvoir extraire la substance. En dehors de ça, les gens même associent Rinwé et Yensiké. Les deux qui sont des plants très amers. D'abord, c'est le Rinwé qui traite pas mal d'affections. Aujourd'hui, nous sommes en train de dénommer plus de 350 maladies que ces deux plants traitent efficacement. Que ce soit Yensiké, que ce soit Rinwé, les gens associent ces plants-là pour pouvoir traiter efficacement le paludisme. Et beaucoup plus aujourd'hui, d'ailleurs, la thémésia que les gens sont en train de parler de ça, les gens sont en étude, mais les gens utilisent aussi pour traiter efficacement le paludisme. Nous avons tout ça là autour de nous. Et tout ça, c'est en décoction aussi? C'est en décoction ou en infusion. Oui. Alors, évêque Boudia, quand on parle de paludisme, vous avez commencé par évoquer l'aspect tout à l'heure, c'est beaucoup plus le manque de sang qui tue les enfants, surtout au niveau des adultes. C'est vrai que la santé prend un coup, mais finalement, l'adulte se remet sur pied dans beaucoup de cas. Mais c'est les enfants qui succombent facilement parce que la température est tellement élevée, donc le sang s'assèche facilement dans l'organisme. Et il faut remédier à cela. Et là-dessus, vous avez plusieurs plantes qui apportent donc ce manque de sang rapidement à l'organisme. Entre autres, vous avez parlé tout à l'heure de Vernonia. Si on peut encore aborder cet aspect très rapidement, ce serait bien. Pour parler de l'anémie, il faut comprendre que essentiellement, on distingue deux types. On parle de l'anémie centrale et l'anémie périphérique. On parle de l'anémie centrale, c'est l'anémie due à la moelle osseuse, c'est-à-dire les infections, les anomalies liées à la moelle osseuse. Cette anémie à la moelle osseuse fait qu'il y a l'anémie chronique due à la moelle osseuse. Mais de l'autre côté, il y a l'anémie ferrique qui est due au manque de fer dans l'organisme de l'enfant. Mais l'anémie, généralement, on constate que c'est l'hémoglobine qui est en baisse, le taux de l'hémoglobine est un peu en baisse. Donc, chez nous, naturellement, j'ai parlé de Vernonia pour traiter l'anémie. Beaucoup de personnes ne savent pas. Parce que d'ailleurs, ce qui fait croire aux gens, beaucoup de personnes croient que c'est les feuilles qui sont un peu de couleur rouge et autour, qui s'apparentent au rouge. Les gens, en voyant ces feuilles, croient que c'est les feuilles-là qui ont de ça. Est-ce qu'ils n'ont pas raison en pensant ça, puisqu'on entend également dire de vous, traditionnalistes, que Dieu, en créant la nature, au fait, a fait les choses de sorte que l'homme ne devrait pas en chercher ailleurs. Quand il veut une plante de vertu qui traite le cœur, c'est qu'on va voir la plante va forcément ressembler à un organe ou à un autre organe. Bien qu'il y a de ces classifications que les gens se font, mais il ne faut pas croire que tout ce qui est, ce n'est pas toutes les feuilles, les plantes qui sont rouges, qui ont couleur de sang, qui arrivent à traiter le sang. Il y a beaucoup d'ailleurs qui ne traitent pas de sang. Il y a des feuilles qui sont très vertes et qui, en utilisant, vous allez constater que ça donne vraiment du sang. Vous voyez. Par exemple, les feuilles de Vernonia, ça n'a rien à foutre avec la couleur du sang. Mais quelle que soit l'anémie, de n'importe quel type, que ça soit l'anémie ferrique, l'anémie due à l'acide folique, c'est-à-dire, je parle de vitamine B9 et de vitamine B12, c'est les vitamines qui manquent, et puis on parle de l'anémie. Avec l'effet de Vernonia, les gens croient que c'est même une magie, surtout au niveau des enfants. Si l'enfant a l'anémie totale, et puis on ne sait pas, même quelquefois, la médecine moderne se trouve en phase de chaos, on n'arrive pas à remonter l'enfant. Rapidement, il faut chercher les feuilles de Vernonia, triturer et donner à boire un demi-verre bambou à l'enfant. Vous faites le matin, le soir, déjà le lendemain, l'enfant passe l'anémie. Une question à propos. Quand on parle d'anémie chronique, souvent on va à l'hôpital, c'est qu'il faut parfois faire des transfusions. On en arrive à ces cas-là. Est-ce que vous recommandez, je sais que c'est délicat, à quelqu'un qui est dans ce cas-là où on dit... Non, c'est pour ne pas aller vraiment... D'aller de ce côté-là. C'est pas vraiment... Voilà, les transfusions de sang que nous avons chez nous, quel que soit, même si on dit que c'est le sang propre, chaque individu
assez caractère, assez insuffisant aussi dans le sang. Il faut comprendre, le sang transporte la vie de l'individu. Mais c'est au cas où il n'y a pas du tout de solution que les gens vont faire la transfusion. Mais pour ne pas aller aux transfusions sanguines, c'est pourquoi je parle de Vélonia. Je dis aujourd'hui, si on dit que l'enfant a l'anémie et il n'a plus rien, le taux de l'hémoglobine est totalement en baisse. Et si c'est l'anémie ferrique ou c'est l'anémie au folate, quel que soit ce type d'anémie, cherchez les feuilles de Vélonia. Et triturer simplement et donner un demi-verre à bambou à l'enfant qui souffre de ça le matin. Et avant le soir, vous allez constater que vous reprenez avec le sang, vous allez constater, reprenez le NFS, vous allez constater que l'enfant va vraiment son sang au top niveau. Donc on n'a pas besoin forcément, c'est le moyen que nous avons, les moyens que les médecins ont rapidement de donner le sang pour sauver. Mais avec l'effet de Vélonia, facilement, on peut remonter le sang. Je crois que sur ce plateau, vous avez évoqué aussi le manioc. Bien sûr. Les feuilles de manioc que nous avons chez nous aussi remontent à cela. Mais les gens, pour associer, les gens font même rapidement association. Ils triturent les feuilles de manioc et les feuilles de Vélonia, m'en vivait en question. Et ils triturent les deux pour vraiment remonter l'enfant et renforcer avec les autres ions et minéraux qui manquent dans l'organisme de l'enfant. Mais en dehors même de ça, il y a le baobab que nous avons chez nous, dans nos villages. Et l'écorce de baobab, par exemple, remonte le sang très facilement. L'écorce de baobab. Oui, c'est ça que j'ai devant moi ici. L'écorce de baobab, il suffit, si l'anémie est chronique, de préparer l'écorce de baobab. Les gens ajoutent quelquefois les chênes-dents que nous avons chez nous, les chênes-dents, les herbes, et ils préparent. Simplement, ça remonte très vite le sang. Nous avons les feuilles de bissap, c'est un miracle aussi. Vous allez en parler, là au moins on a du rouge. Là on a du rouge. Et ça remonte vraiment, il ne faut pas négliger. Seulement que l'essai que les gens s'en font, les gens ajoutent du sucre. Pour pouvoir faire le sang, il ne faut pas ajouter du sucre. Les enfants adorent le bissap, surtout quand c'est oui. Et puis, même ça fait la prévention de l'anémie. Quelle que soit l'anémie, on constate que l'enfant devient de plus en plus pâle. Il faut rapidement chercher le bissap que nous avons chez nous. J'allais vous demander, déjà, puisque souvent on constate que l'enfant pâlit, on va faire des analyses. Est-ce qu'à la maison, on peut déjà avoir des symptômes, on peut regarder l'enfant et se rendre compte que cet enfant est en train de faire une anémie? Oui, bien sûr. En regardant déjà, si l'enfant est pâle, en regardant sous ses yeux, on constate que ça ne va pas. C'est plus blanc. Et on sait que l'enfant est plus pâle, on ne constate pas de sang au niveau des yeux. En dehors même de ça, la fatigue au niveau de l'enfant. L'enfant se trouve, il y a la fatigue générale au niveau de l'enfant. Ou les maux de tête, la migraine par-ci, si elle commence à se plaindre trop de la migraine, des maux de tête, de la fatigue, là en même temps, il faut vraiment prévenir. Et les feuilles de bissap que nous avons sont très terribles pour pouvoir vraiment traiter l'anémie. Parce que c'est aussi près d'une dizaine de trucs qu'on utilise pour pouvoir traiter l'anémie au niveau des enfants. C'est un cadeau, les feuilles de bissap. Avant de revenir à la feuille de bissap, vous avez évoqué tout à l'heure l'écorce de baobab, mais les feuilles, il paraît aussi qu'on l'utilise dans la cuisine. Vous pensez que ça joue le même rôle? Oui, déjà, pour traiter le paludisme, comme on vient de parler de paludisme, il y a le baobab aussi contribue. Il y a les feuilles de baobab qu'on fait en infusion, et même les gens utilisent pour faire la sauce. Et la sauce est une sauce grouillante pour pouvoir combler. Parce que le baobab aujourd'hui est comparé à choses là, au moringa. Ça a des vertus terribles, ça a pas mal d'ions en son sein. Ouais, c'est pourquoi aujourd'hui les gens disent que chercher les jus de baobab, même la graine de baobab,
La graine de baobab est très efficace dans ce traitement-là. Seulement que chez nous, les gens ne savent pas utiliser, les gens jettent la graine et c'est l'amande qui est, ce qui est autour que les gens prennent, la poudre de baobab que les gens prennent. Mais l'écorce de baobab ne traite pas mal d'affections. Surtout s'il y a manque de sang, et pour préparer, vous allez constater que le sang va vite remonter. Aussi, il y a par exemple les cas d'ITER. Parce qu'en ces temps, le paludisme est là et ça crée l'ITER s'y mélange et les gens ne savent même pas à quelle chose se vouer. Et c'est ça qui tue vraiment les enfants, les jaunisses. Mais si ces affections-là se présentent, cherchez rapidement les causes de baobab. Et préparez simplement. Quel que soit, ça élimine. Que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau de l'adulte, ça élimine l'ITER rapidement en une fraction de seconde. Et vous prenez la décoction, un verre à bambou, 3 fois par jour, déjà le lendemain, vous allez avoir de satisfaction. Les jaunisses, tout ça, ça les élimine. Effectivement, justement, c'est une question de, si tu le permets bien, c'est une question de posologie en Afrique surtout qui tue les gens. On estime qu'on ne maîtrise pas la dose qu'il faut pour les différentes tisanes que vous proposez la plupart du temps. C'est ça qui fait que beaucoup ne font pas confiance parce qu'ils disent qu'après, vous avez des calculs rénaux. En tout cas, ce que je sais juste là, pour avoir les calculs rénaux, ce n'est pas nos plantes. Parce qu'à force, même si vous préparez la substance, vous préparez les écorces et vous prenez n'importe comment, les quelques minutes à suivre, vous allez éliminer. Mais c'est les dépôts, ce qu'il faut des dépôts, c'est les médicaments. Ça là, c'est clair. Donc vous pensez que c'est un faux procès qu'on fait? C'est un faux procès qu'on fait à nos plantes. Ça ne bousille pas les reins parce qu'en tout cas, il faut que nos grands-parents, d'ailleurs, nos grands-parents savent comment on prépare les tisanes et ils en ont pris, ils ont eu une longévité terrible. Et aujourd'hui, même au village, ceux qui ne se donnent jamais aux médicaments de blanc, et ceux qui ne se donnent pas à ça, ils ont de la longévité. Mais les dépôts, les calculs rénaux que nous avons, ce n'est pas les plantes. À plus forte raison, il y a beaucoup de plantes d'ailleurs qui enlèvent les calculs rénaux, comme l'écorce de baobab qui se trouve ici, ça enlève les calculs rénaux par exemple. Donc, on a pas mal de fruits, de graines qui même redynamisent les reins. Donc, je ne suis pas sûr que c'est un faux procès. Il ne faut pas avoir de peur, c'est ce que vous dites. En matière de dosage, il ne faut pas avoir de peur. Seulement qu'il ne faut pas aussi exagérer. Il faut aussi exagérer. Comment savoir la quantité juste que je dois prendre? Puisque jusqu'ici, vous utilisez une mesure, vous parlez de verre de bambou, vous parlez de cuillère à café, cuillère ici et ça. Comment faire pour savoir que... Voilà. Parce que je peux consommer un produit, que ce soit en décoction ou quelle que soit la forme galénique, et je n'aurai pas satisfaction. Comment savoir que je me traite bien? C'est pourquoi je dis habituellement de pouvoir faire le traitement, de voir un spécialiste à la question, un phytothérapeute, pour pouvoir savoir quelle dose prendre de telle écorce et de telle... Parce que c'est la substance active qui est dedans par rapport à la substance active qu'on choisit la dose qu'il faut. Oui. En toute plante, il y a aussi le côté toxique. Oui, le côté toxique, oui, il y a le côté toxique, il y a des plantes. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de l'artémisia pour traiter le paludisme, mais à forte dose d'artémisia, on peut avoir d'autres effets. Mais c'est comme les comprimés aussi. Il y a des effets secondaires qu'on mentionne, mais personne n'a jamais cherché à voir si ces effets secondaires que nous avons par la suite, comment il faut les personnes chercher à savoir. Mais nos grands-parents, que nous avons connus, ceux qui n'ont jamais pris des comprimés, qui ont déjà fait, ils ont fait 90 ans, 92 ans, sans jamais voir le médecin. Pourtant, ils ont eu une longévité. Et c'est à base des plantes. J'allais vous demander, les associations dont vous parlez, comment faire pour être sûr d'un produit qu'on associe avec un autre? Parce que c'est aussi un risque. On ne peut pas faire des associations à l'aveuglette. Quand vous dites qu'il faut préparer telle plante maintenant, on trouve qu'il y a des gens qui ajoutent d'autres produits. Vous avez parlé de citron, de citronnelle. Comment faire pour savoir que je suis sûr en associant telle plante à telle autre plante que je ne suis pas en train de faire un mélange dangereux? C'est pourquoi il faut chercher à vous intéresser à la phytothérapie. Si vous vous intéressez à la phytothérapie, vous devez comprendre les associations. C'est comme si on va à l'hôpital aussi et le médecin écrit 2 à 3 médicaments à prendre au même moment. Voilà, c'est la même chose. Pour un sachant dans le domaine, il vous dit telle plante s'associe avec telle autre ne s'associe pas avec telle autre. Donc, sur le marché, on arrive
à faire. Il y a de façon rudimentaire ce que nous avons, les associations qu'on arrive à faire fréquemment. Ouais. Là, moi, je ne vais pas parler d'associer Bissap, par exemple, à l'école du Baobab. Parce que les faits qui sont dans l'école du Baobab, dans les flux de Baobab, sont au même niveau que le Bissap. Donc, pour ne pas avoir le sous-dosage de fait, on n'associe pas. Mais il y a d'autres points, en s'associant, on a une dose de fait qu'on cherche, une dose de l'acide folique qu'on cherche. Une chose, avec Boudéa, les plantes aujourd'hui, on sait que on ne fait plus l'agriculture comme entre-temps chez nous. Il y a des produits chimiques qui interviennent dans certaines productions, dans certaines cultures. Est-ce que ça n'agit pas sur l'efficacité Oui, c'est vraiment dommage aujourd'hui, parce que c'est vraiment dommage avec les engrais chimiques que les gens nous envoient, les OGM qui sont en train d'être combattus. Voyez la difficulté que nous avons aujourd'hui. Cette difficulté, les gens ont tendance, je vais parler de Véronia aujourd'hui. Les Véronia de chez nous, comme plantes en famille, ne sont pas comparables aux Véronia qui sont vendus au marché. Ça donne l'aspect de feuilles très larges et les substances aussi actives ont un coût. Parce que à force d'apporter l'engrais chimique, la plupart de ces engrais chimiques sont issus des animaux qui ne sont plus utilisables. Et ces animaux-là qui sont transformés et envoyés en engrais chimique. Et nous prenons. On ne peut pas comparer, par exemple, c'est une comparaison. On ne peut pas faire les poulets bicyclettes par rapport aux poulets d'engrais chimiques. On ne peut pas les comparer aux poulets de Provence. Ouais. Donc, il faut qu'aujourd'hui, pour pallier à cette difficulté-là, chacun a un petit jardin dans sa maison, devant tout. Même s'il est en location, il peut planter quelques herbes, les herbes qu'on cherche à utiliser les plus fréquemment chez soi pour les chercher, pour ne pas acheter les OGM, les engrais chimiques. C'est comme pour dire, pour chercher de ces feuilles-là, vous préférez que les gens aillent au village les chercher que d'aller sur les états? Au village, c'est mieux. Au village, mais aussi, le mal atteint au village parce que quelqu'un qui veut vendre les herbes et amène les trucs naturels au marché et d'autres qui amènent les feuilles très larges. Le moment qu'il faut marcher, mais là-bas c'est trop large et ça va faire une bonne sauce. Alors que ils ont oublié que la substance active qui est à l'intérieur aussi a un coût et ne peut pas être comparée à la substance active qui est dans ce qui est produit naturellement. Donc tout le monde doit avoir aujourd'hui la mentalité de produire naturellement ses propres légumes, ses fleurs et même ses plants, les plants. Aujourd'hui, par exemple, moi j'ai chez moi le baobab. C'est que le baobab est plus grand. Au village, on constate l'arbre qui est très géant, tout ça. Aujourd'hui, il y a le baobab naît qu'on peut planter. Il y a même le grand qu'on peut planter. Et à force d'utiliser régulièrement les feuilles et les écorces, tout ça, ça ne permet pas à ce que ça se développe. Oui. Alors, oui, si vous le permettez bien, on va revenir donc à la plante Bissap. Vous avez évoqué le bissap de chez nous. Vous avez dit qu'il y a plusieurs formes de bissap, même de façon sauvage. Comme Saturne l'a évoqué, il y a des plantes à épines qui sont aussi rampantes, qui, lorsqu'on les prépare au village, ça donne quand même la couleur rouge. Oui, oui. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit ou bien c'est les bissap que nous plantons la plupart du temps dans nos jardins? Effectivement, il y a les plantes rampantes effectivement, qui ont des pelotons, des boules, et même en feuille de bissap, les gens utilisent ça. Les gens utilisent ça aussi pour pouvoir traiter le sang. Mais les formes bissap que nous avons, il y a plusieurs variétés de bissap. Mais ça veut pas dire tout ce qu'il y a comme variété de bissap traite. Mais ce que nous avons, ce que les gens utilisent habituellement pour pouvoir faire les bissap naturellement importés, c'est ça ça traite efficacement le sang. Dans une de vos publications, vous avez fait de bissap un dossier complet. Pour pouvoir traiter pas mal d'affections. Alors, vous avez dit même que c'est un ami de cœur, en même temps, bon pour la femme enceinte. On sait très bien aussi que la femme enceinte, même si elle... Bon, d'ailleurs, c'est une femme enceinte, c'est une femme adulte. Elle est soumise au paludisme. Les femmes enceintes, on peut en baisse le taux de fer dans l'organisme. Donc, ça peut déjà, d'ailleurs, les premiers symptômes de la grossesse, la femme n'a qu'à s'intéresser à ces feuilles de bissap pour commencer par renforcer vraiment son sang. Ouais.
Et pour la femme aussi, d'autres choses que nous ne savons pas. Il y a des oiseaux qui portent de sang, comme le pigeon chez nous. Les gens savent, le pigeon a 125% de fer en son sein. Ouais. Et voilà, même naturellement, les gens demandent si la personne commence pas à souffrir, si c'est un adulte ou un enfant, qui s'intéresse aussi, par exemple, à la viande de nos pigeons, et pour pouvoir régler ces problèmes-là. Il y a d'autres tutoriels aussi qui ont plus de 125% de fer en leur sein. Donc, les gens s'intéressent à tout ce qui a de fer, ou à l'acide folique ou autre dans leur environnement. Là, ils vont parler. Par exemple, la peau, nos graines, les graines de poivre noir, par exemple, sont aussi bien pour le sang. On demande d'ailleurs aux femmes, à toutes les femmes, dans les premiers symptômes, avec les premiers symptômes de grossesse, de commencer par s'habituer au poivre noir que nous avons chez nous, l'élincon, comme on dit habituellement. De commencer par une cuillère à café de la poudre, peut-être, dans l'eau tiède, 3 jours, elle n'aura aucun problème jusqu'à l'accouchement. Ouais. Aucun problème et aucun, vraiment. Aucun, oui, parce que ça renforce le placenta, et ça nettoie tout ce qu'il y a comme dépôt, et ça maintient le fer et tout le reste. Ouais, donc nous avons beaucoup de choses chez nous et on doit pouvoir s'intéresser. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne s'intéressent pas à la dernière minute, ils commencent à courir, on manque de fer, on manque de ceci. Ouais, même pour la parturiente, par exemple, le manque de sang avec la délivrance, certaines femmes perdent de sang. Et pour remonter, ça devient plus difficile. Ouais. Donc, on recommande aux gens de faire vite la bussa pour eux, de faire vite les vélonia, de mettre un peu de poivre noir dans tout ce qu'ils utilisent pour pouvoir remonter. Donc, tout ça, c'est capital. Vous déconseillez qu'on l'utilise, on utilise ça dans l'alimentation. Mais pour l'usage, vous demandez qu'on ajoute dans de l'eau tiède, le poivre noir, par exemple. Pourquoi interdit que ça aille dans l'alimentation pour être plus efficace et recommander plutôt l'eau tiède? Par exemple, dans l'alimentation, c'est un peu piquant aussi. C'est un peu piquant. Et si ça, dans l'alimentation, beaucoup de... on me met une cuillère à café, par exemple, dans l'alimentation, ça serait très difficile pour la personne de prendre. Mais dans l'eau tiède, la forme piquante diminue et on arrive à prendre facilement. Est-ce que parfois, l'exemple du crin-crin, quand on décide de préparer le crin-crin, d'en manger avec sa pâte à la maison, au feu, on tue plus les principes actifs quand c'est porté à un certain niveau? Oui, c'est le fait de un degré donné, bien sûr. D'abord, on demande de faire une infusion pour maintenir la substance active. Ouais. Mais il y a la manière aussi, les gens ont la manière de préparer pour ne pas détruire la substance active qui se trouve à l'intérieur. Donc, d'ailleurs, c'est un truc qu'on conseille aux femmes, aux parturiantes d'ailleurs, dans la grossesse et jusqu'à la délivrance, les feuilles de quinquin, que ça manger en légumes comme et faire l'infusion, on leur conseille ça. Parce que ça facilite aussi l'accouchement. Oui. Oui. Voilà, ça facilite l'accouchement, ça c'est beaucoup plus les femmes enceintes, mais aussi les nouveau-nés qui sont exposés, même si les dispositions sont prises, ne serait-ce qu'au niveau des moustiquaires imprégnés pour les éloigner tant soit peu des moustiques, mais aussi avec Boudéa, au-delà de tout ce que vous avez évoqué comme plante aujourd'hui pour traiter la maladie, on peut toutefois prévenir. Mais chaque fois, les campagnes de sensibilisation pour que les paysans, même au niveau urbain, qu'on s'éloigne des eaux stagnantes et autres, n'ont jamais véritablement prospéré. À chaque saison de pluie, les moustiques, vous avez évoqué, l'anophèle se multiplient à foison. Est-ce que vous pensez qu'un jour, l'Afrique peut venir vraiment à bout de cette maladie? Oui, ça c'est clair. C'est sûr. Sans vaccin? Sans vaccin. Chacun, à son niveau, doit pouvoir être plus conscient de son environnement. Parce que c'est l'environnement qui fait problème, vous constatez, c'est l'environnement qui fait problème. Ouais, moi, au village, j'ai fait plus de 20 ans au village, et sans jamais dormir sous moustiquaire, mais à côté, je ne peux pas le faire.
il faut savoir. Donc, là où il y a l'eau, le bas-fond un peu partout, la multiplication très rapide de la nouvelle est là. Et beaucoup sont victimes. Mais au village, même si c'est de musique, c'est de caras, c'est de cracas de musique qu'on constate, hein, effectivement. Il paraît qu'il y a des plantes, quand on a ces plantes chez soi, ça chasse naturellement les moustiques. Bien sûr, il y a ce combat-là que nous faisons, nos tchaillots en question, le basilic blanc aussi, l'autre basilic rachayo, que les gens disent, il y a beaucoup de ces feuilles-là qui chassent les moustiques naturellement dans son environnement. Quand c'est planté à la maison. Oui, vous avez dans votre environnement, c'est sûr, les moustiques ne pourront pas s'approcher du lieu. Ouais. Mais aujourd'hui, il faut vraiment contrôler son environnement et avoir l'hygiène qu'il faut dans son milieu. Un aspect de la chose, c'est que, bon, on va chercher des plantes qu'on utilise. Il y a certains qui estiment qu'il y a des moments précis pour aller chercher des plantes qu'on veut utiliser pour se soigner, pour traiter un mal ou un autre. Est-ce que dans tout ce qu'on a cité sur le plateau, comme des feuilles, comme des plantes intervenant dans le traitement de maladies ou dans la prévention, est-ce qu'il y a des plantes qui ont des moments particuliers pour qu'on aille les chercher? Dans la classification des plantes, c'est par rapport à la classification que les gens disent. Telle plante, il ne faut pas chercher à tel jour, parce qu'il y a des plantes qui sont qui attirent plus l'énergie solaire, d'autres qui se repoussent l'énergie solaire. Donc, en voyant tout ça, on dit qu'il faut faire attention pour ne pas chercher les plantes dans la nuit. Mais c'est dans les classifications. Dans la classification que les gens vont dire beaucoup de ces trucs-là. L'aspect spirituel même de la plante. Parce que les gens considèrent que la plante aussi a une âme, qu'il faut respecter l'âme. Mais il faut savoir que de façon scientifique, la nuit, les plantes, tout ce qui est comme plante, d'abord on nous dit de ne pas rester au niveau sous l'arbre la nuit pour ne pas prendre le dioxyde de carbone, et dans la journée ça prend ça absorbe. Donc tout ça on suit ces principes scientifiques pour pouvoir aussi chercher les plantes. Alors, vous avez parlé de classification. Avant de parler peut-être des plantes chaudes et des plantes froides, je ne sais pas si c'est ça que vous appelez classification, mais généralement, est-ce que c'est en matinée ou l'après-midi ou vers le soir qu'il faut chercher les plantes? Ce qui est recommandable, pas tôt le matin à la rosée, parce que là, tôt le matin à la rosée, déjà au lever du soleil, on peut chercher des plantes. Maintenant, ça dépend de quel but spirituel on veut utiliser et de quel couvent on veut utiliser ce qu'on cherche. Mais si c'est pour une consommation, si c'est pour une infusion, dans la journée, il faut chercher la plante, pas trop au soleil aussi. Mais déjà, dans la période de 9h, 8h, 8h39 jusqu'à 10h, c'est une période favorable pour pouvoir chercher n'importe quelle plante. Alors, je parlais donc des plantes chaudes ou des plantes froides. Est-ce que c'est ça que vous appelez la classification? Oui, dans la classification, il y a des plantes qui sont classifiées de façon masculine, de façon féminine. Mais c'est compte tenu de comment la plante consomme l'énergie et comment ça repousse l'énergie. Il y a des plantes qui aiment consommer l'énergie. Il y a des plantes qui sont vraiment refusent l'énergie solaire. Et donc, c'est pas cette classification qu'on voit pour dire, avec telle plante qu'on veut chercher, il faut chercher à telle période. Parce que ça fait partie des plantes masculines, oui, les plantes qui sont plus chaudes et d'autres qui sont plus froides, qui veulent les chercher. Donc, les gens respectent ces principes-là. Oui. Un petit glissement, il paraît que, aussi, c'est ce qu'on entend sous nos tropiques, sous les tropiques, aller acheter les feuilles données et l'utiliser dans la médecine, à un moment donné, ça ne marche pas, qu'il vaut mieux aller en arracher ou aller en prendre sans payer. Est-ce que ça ne va pas dans un côté spirituel? Oui, c'est la spiritualité autour des vertus. C'est la spiritualité autour des vertus. Mais il faut savoir qu'il y a des plantes qu'il faut arracher soi-même pour préparer effectivement. Ouais. Pour pouvoir accélérer une guérison, par exemple, on vous dit, allez arracher vous-même telle plante pour pouvoir faire telle guérison. Parce que si l'autre qui est allé chercher, arracher et exposer au marché, ça n'a pas
on ne peut pas répondre correctement à telle guérison. Mais ça dépend de la guérison spécifique. C'est au moment où on cherche une guérison miraculeuse dans un certain nombre de plans. Quand l'indigotier, par exemple, si on veut utiliser l'indigotier contre les emboutements et la sorcellerie, on ne demande pas à quelqu'un d'aller acheter l'indigotier au marché. On demande à la personne d'aller arracher. Et la manière d'arracher aussi est là. Donc, c'est des théories, c'est de la spiritualité autour de la plante qui fait que tout ça existe. Alors, avec Boudia, vous avez évoqué autant de plantes sur ce plateau, mais est-ce que tout ça, on peut l'avoir dans n'importe quelle condition de vie? Alors, est-ce que la plante doit être séchée, calcinée ou toute fraîche comme ça, verte, avec ses couleurs, pour aller au feu? Oui, il y a des plantes, même avant de pouvoir obtenir une substance active correcte, il faut les sécher. Il y a d'autres, il ne faut pas sécher. Par exemple, séchage, c'est que vous perdez systématiquement la substance active qui est dedans. Donc ça dépend de ce qu'on veut en faire et de quelle utilisation on voudra pour la plante et de quelle spiritualité on veut développer autour de la plante. Alors quand je prends par exemple tout ce que vous avez cité, les crincrins, les feuilles de papayer, les feuilles de nîmes, acacia et autres sur ce plateau lié au paludisme par exemple, parce que là on est dans le traitement voilà, donc c'est pas spirituel. Est-ce qu'on va les préparer toutes fraîches comme ça ou on peut toutefois les sécher légèrement ou les avoir même toutes séchées et puis ça peut aller? Vous voyez par exemple pour le plan d'acacia ou le plan pour le cas d'acacia, par exemple, pour le plan de Kekinimba, on peut utiliser séché comme fraîche directement. Okay. Vous voyez. Mais par exemple, pour le plan de Vernonia, si vous séchez, vous perdez la substance. Donc, c'est fraîche qu'il faut triturer ou préparer. Alors, j'ai parlé des feuilles de papaye, par exemple. Il y a dit qu'on peut utiliser les deux formes. Les deux formes. Donc, ça dépend. L'école de baobab, si c'est trop séché, c'est pas bon. Il y a d'autres feuilles qu'on va arracher à d'autres arbres parce que ces feuilles ont la particularité de choisir comme support ces arbres-là pour pousser. Je veux parler par exemple de la fougère. Oui. On parle souvent de gui aussi. De gui, oui. Qu'en est-il de ces feuilles-là? Non, c'est des feuilles parasites d'autres arbres. Et pour les chercher, ça dépend de quelle utilisation. Par exemple, si on prend les gui africains, par exemple, ce que les gens appellent geologie habituellement, si tu veux utiliser pour la chance, par exemple, là, ça dépend de comment il faut chercher, comment il faut aller arracher, et la période pour pouvoir arracher. Ouais, c'est ça, on dit, il faut chercher la période de la lune ascendante pour pouvoir arracher. Mais si tu veux utiliser pour la protection, parce que ça fait la protection, ça fait la chance et la délivrance. Il faut utiliser pour la délivrance et c'est la lune descendante. Donc c'est tout ça là qu'il faut, c'est la spiritualité de la plante qu'il faut voir pour pouvoir chercher, pour aller chercher et arracher. Oui. Donc quand on va de ce côté-là, on n'est plus dans le traitement de maladie, c'est qu'on c'est on est en train d'aller sur notre plan. Sur le plan spirituel de la plante. Oui. Oui. Alors, évêque Boudou, dans ces conditions, même si on laisse le volet spirituel de côté, est-ce que vous pensez qu'aller chez les bonnes dames qui vendent les plantes là et acheter ces différentes essences pour le soin, vous pensez que c'est bien? Il y a des bonnes femmes quand même qui prennent soin. Il ne faut pas parce que par exemple l'école de Baobab, il y a beaucoup d'écoles, c'est ces dames-là qui vont amener ça dans la brousse. Hein. Il y a des gens qui sont des spécialistes et ils vont amener au marché. Et c'est au marché qu'on pourra pouvoir acheter parce que c'est dans la grande forêt. Et le principe de chercher tout ça se trouve là. Seulement qu'il y a d'autres qui n'arrivent plus à maîtriser et la manière dont les feuilles, surtout les feuilles au niveau des herbes et des feuilles, la manière dont c'est séché, la manière dont c'est traité, font que c'est un peu l'usage qu'on pourra faire pour la médecine, pour le traitement, c'est tout plus difficile. Mais si soi-même tu es capable de pouvoir sécher, chercher, sécher ou traiter, toi-même, il faut te lancer dans cette recherche-là de comment sécher la plante, comment conserver pour que ça ne soit pas détruit. Vous allez constater au marché, il y a des femmes qui font beaucoup de pertes énormes parce que regarde là, peut-être que personne achète et puis après, elles ne savent pas ce qu'ils en font ou toute la substance est partie et puis ils jettent simplement pour ne pas. Donc il y a des gens qui maîtrisent, qui s'intéressent à la phytothérapie, qui maîtrisent comment comment faire le séchage, comment
maintenir la plante à son état, comment même il faut réduire l'écorce en poudre. Donc il y a beaucoup qui maîtrisent, mais d'autres qui ne maîtrisent rien, ils sont au marché pour faire leur petit commerce, ils achètent, s'ils ne trouvent pas quelqu'un qui vend, après, et ça part. Donc, si on veut acheter au marché, il faut voir dans quelles conditions les trucs sont exposés et comment c'est gardé. Une autre forme de faire, en tout cas, d'extraire les principes actifs des plantes, c'est ce qu'on constate souvent dans les ménages de plus en plus en Afrique. Une bouteille, on met des troncs d'arbres coupés dedans, on associe des produits et puis on ajoute de l'alcool. Qu'est-ce que vous recommandez à propos? Est-ce que tout mélange est à faire? Est-ce que c'est une bonne manière de se traiter, puisqu'on entend souvent c'est des médicaments, mais on ne sait jamais ce que ça traite précisément? Non, vous voyez, il y a la facilité pour pouvoir prendre un certain nombre de médicaments, les gens en font. Et pour certains, c'est pas bien, ça dépend de quelle affection on veut traiter. Si c'est des affections liées à la prostate, il y a d'autres affections qu'on arrive à utiliser pour ne pas supporter l'alcool. Et si c'est l'alcool qui est mis, ça devient plus difficile. Mais la manière naturelle, traditionnelle d'utiliser un certain nombre d'écorces et de racines sans faire la décoction ni l'infusion, c'est de couper en fines particules et d'ajouter l'alcool que les gens ajoutent habituellement, c'est le soda de chez nous, que les gens ajoutent naturellement. Et cela ne détruit rien à la plante, il faut aussi savoir. Mais ce n'est pas toutes les écorces et racines qu'il faut couper systématiquement et ajouter de l'alcool. Il y a certaines racines qu'on ne doit pas mettre du tout de l'alcool, rien du tout. Merci à vous, Saturnin Djossou. Merci, Dom Armaluc Boudeya, phytothérapeute, évêque traditionnaliste et exorciste. Ce sera donc tout pour cette émission, mais la toute prochaine fois, nous allons parler des affections liées aux poumons. C'est la capitale. D'accord, je rappelle. Il y a l'asthme que... aujourd'hui, la mauvaise respiration, les infections liées, les infections respiratoires, la tuberculose, pas mal d'affections. On aura donc le temps d'en parler d'ici quelques semaines. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. C'était donc votre émission consacrée cette fois à la phytothérapie et beaucoup plus au paludisme. Passez temps de plus. Prenez soin de vous et surtout de vos enfants. À très bientôt.